Bonjour et bienvenue sur Val-de-Loire TV. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale de 52 minutes consacrée aujourd'hui à la lutte contre les violences faites aux femmes, préparée en partenariat avec la Nouvelle République. Notre invitée aujourd'hui, Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Il y a quelques jours, vous annonciez sur ce sujet une loi cadre, 53 mesures et la remise d'un rapport ministériel. Dans cette émission, on va confronter cette action politique à la réalité de terrain avec des professionnels qui accompagnent les victimes au quotidien, de la protection en amont au moment du signalement à la réponse judiciaire. Je salue également mon confrère Olivier Pirot. Bonjour Olivier. Bonjour Émilie. Journaliste et chef du service France-Monde de la Nouvelle République du Centre-Ouest. Et face à vous, Madame la Ministre, nos deux premières invitées qui agissent sur le terrain chaque jour au contact des victimes. C'est le concept de l'émission. Ce sont elles qui vont principalement vous adresser des questions dans la petite heure que nous allons passer ensemble. Maître Pauline Rongier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate tourangelle et dans votre cabinet parisien, vous êtes spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et à vos côtés, Élodie Bonafous. Bonjour. Bonjour. Représentante du collectif des femmes violentées de la Vienne et membre d'honneur de l'ADEV. Bienvenue à toutes les deux. J'ai envie de commencer comme ça. La parole est à vous, mesdames. Alors je la prends, je vous remercie. J'aimerais commencer par vous remercier, Madame la Ministre, pour cet échange déjà et puis pour ce projet de loi qui montre l'importance qu'accorde le gouvernement à cette lutte indispensable. Alors on a progressé sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur les féminicides, mais les chiffres actuels, comme vous l'avez tout à fait dit, montrent qu'il y a encore énormément de dysfonctionnements, de défaillances contre lesquels il faut lutter. Donc moi, à mon niveau, parce que je suis avocate, je reçois beaucoup de femmes victimes de violences. Les difficultés auxquelles je suis rencontrée, c'est sur finalement les moyens trop limités que je peux avoir en tant qu'avocate pour aider ces femmes. Je m'explique. Par exemple, on sait qu'en cas de classement sans suite, il y a des recours possibles. Ça peut être la citation directe devant le tribunal correctionnel ou la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Mais aucun délai dans le code de procédure pénale, aucun délai maximum n'est prévu. Si bien que quand je suis face à une situation dans laquelle je vois que les parquets, les pouvoirs publics n'ont pas saisi la dangerosité de la situation, eh bien je peux actionner un juge d'instruction, citer devant le tribunal correctionnel, mais je devrais attendre 1 an avant qu'une audience correctionnelle ait lieu, ou 1 an avant qu'un juge d'instruction soit saisi de l'affaire. Est-ce qu'on pourrait envisager dans ce projet de loi que des délais soient inscrits dans le code de procédure pénale pour permettre une effectivité de ce recours qui est laissé à la victime de pouvoir engager des poursuites quand le parquet ne l'a pas fait? Alors c'est une question majeure parce qu'en fait il y a beaucoup de sujets qui se posent sur la question du classement sans suite parce qu'il provoque beaucoup d'incompréhension. Je pense qu'il provoque aussi beaucoup de distance entre les Français, les justiciables et la justice en se disant finalement à quoi ça sert si ça finit par un classement sans suite, et ça peut aussi prendre le risque de décourager d'autres victimes, de se dire finalement est-ce que je vais aller jusqu'au dépôt de plainte alors que de toute façon si j'en entends les statistiques j'ai peu de chances d'être entendue à la fin. Donc je pense que ça ouvre en fait une réflexion bien plus large sur à la fois comment on accompagne le dépôt de plainte dès le démarrage, c'est-à-dire on a l'assistance d'un avocat qui est possible évidemment. Moi je pense qu'il faut qu'on ait systématiquement la possibilité d'un recours à l'aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte. Parce qu'on a besoin de pouvoir être accompagné, qu'on ne s'exprime pas de la même manière, qu'on ne qualifie pas de la même manière quand on a l'assistance d'un avocat et quand on est seul dans un commissariat ou dans une gendarmerie, avec toute l'aide nécessaire d'ailleurs des policiers et des gendarmes, dont je ne remets pas en cause le travail, mais c'est évidemment pas la même chose d'avoir un professionnel du droit et de la justice à ses côtés. Donc ça, je pense que c'est un premier point. Il y a après toute la partie du traitement judiciaire qui s'ouvre, avec en effet parfois des délais de traitement qui peuvent être extrêmement longs et difficiles à comprendre. Donc je pense qu'on a aussi ce travail-là qui ne peut pas reposer d'ailleurs que sur les avocats seuls ou les victimes seules, de comprendre ces délais, de comprendre en fait ce qui va se passer et pourquoi il continue à se passer des choses, même quand ça nous paraît long ou lointain. Et puis, dans les cas où il y a un classement sans suite, parce qu'on ne peut pas promettre aux victimes, et d'ailleurs il n'y a pas un avocat, il n'y a pas un professionnel du droit qui garantisse à la victime, quoi qu'il arrive, qu'il y aura un jugement qui sera rendu en sa faveur. Mais c'est d'ailleurs pas tant ça parfois qu'attendent les victimes qu'une reconnaissance déjà et une effectivité dans l'accès à la justice. C'est comment on prend... on explique mieux déjà la question du classement sans suite. Moi, je pense qu'il faut motiver le classement sans suite. Aujourd'hui, ce n'est pas motivé. Donc, on ne sait pas. On dit juste c'est classé sans suite. Et concrètement, on se retrouve face à ça et on se dit
du coup, en fait, ça veut dire quoi de moi en tant que victime? Ça veut dire quoi du dossier? Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas assez étayé? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments de preuve? Est-ce que c'est d'autres éléments qui ont fait que ce classement sans suite a été prononcé? Et en effet, garantir la possibilité d'avoir ensuite une voie de recours. Et là, je pense que déjà, c'est totalement méconnu aujourd'hui. Sur les possibilités de recours qui existent. Donc là encore, ça va dépendre du soutien juridique, de l'assistance qu'on a ou qu'on n'a pas au bout parfois, comme vous le dites, d'1 an, de 2 ans, de 3 ans de procédure. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à mettre des délais? Est-ce que ça peut être des délais maximum qui pourraient être mis en place? C'est peut-être une réflexion qu'on peut ouvrir et qu'on peut ouvrir aussi. Je sais qu'on va échanger ensuite avec la procureure de la République sur comment on fait aussi pour prioriser un certain nombre d'affaires. Et puis, désolée, je suis un peu longue dans mon explication, il y a aussi des innovations juridiques qui ont été mises en place dans certains tribunaux, dans certaines cours d'appel. Je pense notamment d'ailleurs à Poitiers, qui est absolument modèle en la matière. On y reviendra sur la question du contrôle coercitif. Mais au-delà de ça, c'est le fait d'avoir permis de juger dans la même journée, dans le même moment, plusieurs sujets. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve avec des victimes qui ont plusieurs procédures. Une procédure au civil, la garde des enfants, le divorce, une procédure au pénal, la question des violences. Or, on se retrouve avec des procédures qui parfois ne sont pas du tout jugées le même jour, parfois même pas la même année. Donc, ça crée une incompréhension manifeste et ça crée parfois des écarts même d'appréciation entre la manière avec laquelle les deux vont être jugés. À Poitiers, ils ont permis justement que ce soit audiencé le même jour. Et je crois que là aussi, déjà, ça change les décisions de justice qui sont rendues. C'est manifeste, ça a été démontré, notamment sur la question des gardes d'enfants. Parce qu'on ne juge plus à l'aveugle. Aujourd'hui, il y a un peu cette culture-là de se dire on doit en permanence juger à l'aveugle sur l'autre sujet. Ben non, en fait, les sujets, ils sont intimement liés. Quand on a été une femme victime de violence, quand on a déjà réussi à faire la démarche de porter plainte, qu'on a en plus un traitement judiciaire qui est en cours et qu'ensuite on a la question au civil de la garde des enfants, ça ne peut plus être disjoint. C'est disjoint parce que c'est des matières juridiques différentes, au civil, au pénal, mais ça ne doit pas l'être sur la manière avec laquelle c'est rendu. Donc je pense que c'est tout ce travail-là qu'on doit faire. Du dépôt de plainte, sur faciliter le dépôt de plainte, l'aide juridictionnelle, sur tout le traitement judiciaire, l'accompagnement, la manière avec laquelle c'est audiencé, la motivation si jamais il y avait un classement sans suite, et peut-être, comme vous le dites, la question des délais de traitement. Alors, effectivement, vous avez répondu de manière très générale et sur plusieurs sujets en même temps. Moi, j'essaie de proposer vraiment des mesures concrètes, juridiques. Voilà, ajouter ce délai maximum, qui ne signifie pas que les délais de traitement sont trop longs par les juges, mais que des juges passent à côté de situations et que nous, on doit pouvoir, en tant qu'avocat de la victime, qu'on a parfois reçu 6 heures, 7 heures, 8 heures en fait dans nos cabinets, qu'on a aidé à réunir des preuves, qu'on doit pouvoir pallier la carence du parquet. C'est ce qui est prévu par les textes et le fait qu'il n'y ait pas un délai impératif pour cela revient à faire de ce droit une coquille vide. Donc c'est une mesure vraiment très, très concrète, effectivement précise que je propose. Après, effectivement, vous avez abordé la question de la juridiction unique, de la juridiction spécialisée en matière de violence conjugale. Je pense que c'est aujourd'hui un incontournable, qu'effectivement, on est sur des décisions qui sont incohérentes en termes de date, de conséquences, de fond, enfin tout, qui fait qu'il n'y a plus de cohérence dans la gestion de la situation. La question du contrôle coercitif également, même si, alors je crois que dans votre projet de loi, vous proposez de caractériser cette notion. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment incriminer le contrôle coercitif, comme on le voit dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, au Danemark, au Canada, en Australie, pour en faire vraiment une infraction autonome. Parce que, en réalité, quand j'ouvre mes dossiers de féminicide, ce que je vois dans mais quasi 100% de mes dossiers, c'est pas que la victime n'a pas osé porter plainte. Non, c'est qu'elle a bien porté plainte, qu'elle a dit tout ce qu'il fallait dans sa plainte, mais qu'il n'y a pas eu de réaction, et qu'il y avait un contrôle coercitif. Voilà, donc, j'aimerais qu'on le définisse, s'il vous plaît, pour juste le contrôle coercitif pour le grand public. Est-ce qu'on peut le définir en 2 mots? Alors, le contrôle coercitif, à la différence de l'emprise, c'est vraiment un outil qui permet d'identifier de manière objective, matérielle, une situation de contrôle dans laquelle est la femme victime de violence. L'emprise, ça donnait l'impression que c'était une femme sous emprise de son mari, sous-entendu, c'est aussi
aussi en partie de sa faute, une forme d'amour malsain, etc. Contrôle coercitif, c'est vraiment qu'il y a des actes matériels, des actes concrets, des actes visibles. Il a ses papiers. Je l'enferme, je l'empêche de sortir. Voilà, exactement. Okay. Et en fait, pour donner souvent une comparaison, pour montrer à quel point c'est absurde que ce ne soit pas dans notre arsenal législatif, c'est comme si le délit, le crime même de séquestration n'existait pas. Qu'on pouvait enfermer une femme dans une pièce, et là, eh bien, les policiers, les magistrats diraient on ne peut rien faire, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de coup, il n'y a pas d'insulte, donc on ne peut rien faire. Et bien, c'est la même chose, en fait, le contrôle coercitif. Le contrôle coercitif, pour moi, c'est une notion juridique majeure. Ce n'est pas juste une notion psychologique ou sociale. C'est vraiment comment on le caractérise en droit. Déjà parce que je pense qu'aujourd'hui, les Français qui nous écoutent méconnaissent ce que sont les violences. Les violences, notamment les violences conjugales, c'est pas que des coups, mais ça ne commence jamais par des coups. Les femmes sont pas complètement stupides. Si une seule d'entre nous subissait dès le premier jour d'une relation des coups portés, en fait, elle partirait en courant. Elle ne se poserait pas la question, elle partirait tout de suite. Mais il y a tout un système qui se met en place. Les coups, ils n'arrivent jamais le premier jour, la première semaine ou le premier mois. Un tiers des féminicides, c'est des femmes de plus de 70 ans. C'est des dizaines et des dizaines d'années qu'elles ont subi justement de ce contrôle-là. Ce contrôle, ça permet l'isolement de la victime, avoir moins de fréquentation sociale, amicale, familiale, le contrôle des comptes. Elle n'a plus d'autonomie économique, elle ne peut pas faire des dépenses comme elle l'entend, elle a parfois plus de compte bancaire ou d'accès à son compte bancaire, ses déplacements sont fliqués, il y a des traceurs maintenant sur les téléphones portables, sur les GPS pour contrôler les trajets qu'elle a fait dans la voiture. C'est tout ça qui se met en place et qui s'accumule. Et à force de s'accumuler, vous créez une situation où il y a un système qui s'est mis en place, comme autour d'une proie en fait, et la victime est piégée. Elle est piégée, et là, il y a d'autres types de violences qui peuvent apparaître, des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences physiques. Donc il faut qu'on caractérise les deux, à la fois parce que c'est une vertu, je pense, majeure, éducative, sur ce que sont les violences, comment on les définit, comment on les appréhende, comment en tant que victime on se reconnaît et on est capable de détecter des choses qui déjà dans une relation sont en train de dysfonctionner, de dégénérer. Je rencontre encore beaucoup de femmes qui sont victimes, qui sont pourtant accompagnées d'ailleurs par des associations et qui me disent « moi je ne suis pas vraiment une victime, moi il ne m'a pas frappée, moi il ne m'a pas violée ». Qui minimise. Oui, parce qu'en fait personne ne leur a jamais dit que ce qu'elles avaient vécu était suffisamment grave pour caractériser des violences. Et parfois ça a duré tellement longtemps qu'elles ont intériorisé le fait que ça devenait banal, normal ou acceptable. Donc, pour les victimes, pour les auteurs, parce que le sujet des violences faites aux femmes, ce n'est pas d'abord une affaire de femmes, c'est d'abord l'affaire des auteurs quand même. Donc que les auteurs se reconnaissent dans des choses qu'ils sont en train de mettre en place, en espérant quand même qu'un certain nombre d'entre eux puissent justement l'objectiver, le reconnaître et donc stopper ça. Et puis que la justice s'en empare, parce qu'aujourd'hui on a des jurisprudences, c'est-à-dire qu'on a des décisions de justice qui sont rendues, mais ce n'est pas systématique, ça dépend des cours d'appel. Donc vous avez, vous localement, un exemple idéal de ce qui s'est produit positivement à Poitiers. Il faut maintenant que ça devienne la règle et que ça permette de prévenir justement des cas de féminicide parce qu'on n'en arrive pas là, parce qu'on a su avant prévenir, détecter, caractériser et sanctionner. Et concrètement, justement, dans vos propositions, il y a cette caractérisation de... Oui, alors après, il y a un vrai débat, parce qu'on a commencé à engager ce débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a aussi tout le débat parlementaire. Est-ce que ce sera une infraction autonome ou pas? Donc ça, c'est vraiment au cœur du débat parlementaire de savoir comment on va réussir à bien le définir. Mais là où c'est important, c'est que déjà aujourd'hui, il y a un consensus politique et parlementaire sur la notion de contrôle coercitif. Il y a encore 2-3 ans, cette notion, personne n'en parlait. En effet, on parlait de l'emprise. Et l'emprise, ça avait une dimension, en effet, très psychologique, comme si la femme s'inventait des raisons. Non, là, on peut matériellement le caractériser. C'est ça qui est très important, c'est objectif. Ce n'est pas une femme qui invente. Les conditions. Parce que malheureusement, c'est souvent la caricature qui en était faite. C'est des choses très objectives qu'on peut démontrer et qu'on peut donc démontrer aussi dans un tribunal. Élodie Bonafous, j'ai envie de me tourner vers vous et de vous entendre. On vous passe la parole. Je vous remercie. Donc, d'où je pars, je ne suis pas seule aujourd'hui. Élodie Bonafous, en effet, donc je fais partie des membres actifs du collectif des femmes violentées de la Vienne, qui a été créé par Hélène Deslandes, que je salue aujourd'hui, en 2020. Hélène Deslandes, moi-même, Pascal Patry, nous sommes plusieurs femmes derrière ce collectif. Plusieurs femmes également derrière l'association ADEV, qui est plus spécialisée sur la question de la protection de l'enfance, des enfants victimes de violences, et de ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément les mères protectrices. Mais c'est comme le système d'emprise dont vous venez de parler à l'instant, le côté mère protectrice peut, dans le champ lexical de ce que ça représente, être également mal interprété.
Donc pourquoi on parle de mère protectrice? Pourquoi ce collectif se crée en 2020? Il se crée par des femmes comme nous, dont je fais partie, qui sont des ex-victimes de violences intrafamiliales, qui ont dépassé, transcendé ces expériences afin d'observer, d'accompagner les autres. Pourquoi, effectivement, tout ce que Pauline Rongier soulignait à présent, la longueur en fait, des prises en charge crée dans une vie privée, tout simplement. Donc moi, je fais plus remonter ce qui peut se passer sur le terrain avec ces femmes qui viennent vers nous un peu comme l'ultime solution pour l'écoute. On ne sait plus à qui s'adresser, en fait. On ne sait plus à qui s'adresser, donc on vient vers nous. Nous ne devrions même pas exister actuellement sur le territoire. Bon, nous existons. Tout cet engagement-là est un engagement bénévole. Un collectif n'a pas besoin de subventions ou autres, et c'est pas ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est d'énergie, d'empathie, d'écoute. Donc ça peut aller vraiment de l'accompagnement de certaines femmes jusqu'au commissariat, parce que cette démarche est déjà extrêmement difficile à faire. Il faut saluer en fait le courage des victimes quand elles passent le pas, quand elles portent plainte. Et effectivement, les classements sans suite dont vous parliez tout à l'heure peuvent être pris comme une gifle monumentale, sachant que nous sommes aujourd'hui 325 dans ce collectif. On travaille sur des systèmes de paire aidance et d'accompagnement, sur des manquements, des trous dans la raquette. C'est nous signale Lesquels? Quelles sont les régulièrement. carences, justement, pour vous, qui sont prioritaires? Alors, l'accompagnement des victimes, aujourd'hui, ne se fait pas. Alors, je viens du territoire de Poitiers, donc effectivement, Madame Jolicose, on a eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises. On a été accueillis par cette femme avec une écoute extraordinaire. Une grande magistrate. Oui, très grande magistrate. Et la remontée de terrain lui était indispensable. Voilà, elle a travaillé quasiment avec l'ensemble du tissu qui existe sur Poitiers. On a la chance d'avoir à l'hôpital Laborie, l'hôpital psy, un centre de psychotrauma qui est quand même exceptionnel. Le travail de Mélanie Voyer, en tant que médecin légiste, qui a énormément participé à beaucoup de choses, dont des travaux avec Édouard Durand, etc. Donc on a effectivement cette chance sur le territoire de Poitiers d'avoir à plusieurs niveaux des champs d'analyse qui peuvent permettre de faire avancer et de faire progresser les lois. Maintenant, il se trouve que c'est au niveau du législateur que les choses doivent se poser. Et je rebondis, ma question est vraiment très précise. Après toutes ces analyses et remontées de terrain, il nous semble que un des travaux que j'avais pu faire avec Madame Rome, il y a déjà plusieurs années, était de travailler sur la question des tribunaux spécialisés. C'est-à-dire que ce qui a été expérimenté par Poitiers, est-ce qu'on va enfin voir advenir cela? Parce qu'on met réellement des femmes et des enfants dans des situations ubuesques. Je donne un exemple pour illustrer mon propos. Comment se fait-il qu'une femme qui a un téléphone grave danger, donc le fameux TGD, donné pendant 18 mois, car conjoint extrêmement violent, soit amenée par le JAF à amener ses enfants tous les 15 jours dans un point rencontre, sans sortie séparée? C'est-à-dire qu'il y a une dissonance cognitive totale, en fait, dans nos institutions. Je ne pointe personne, on travaille main dans la main avec la justice, la police, la gendarmerie aujourd'hui et les autres structures. Mais ça pose, voyez-vous, cette question. Comment on réduit les délais? Ces tribunaux spécialisés, quel coût ont-ils? Et est-ce que d'un point de vue budgétaire, vous pensez le faire? Juste pour remettre dans le contexte, vous parliez de la haute magistrate Gwenola Jolicose. Elle a remis un rapport à Gérald Darmanin mardi, justement, sur les violences intrafamiliales. Et parmi les propositions, il y a cette création de tribunaux spécialisés et même d'un code des violences intrafamiliales. Donc voilà, c'est un peu le contexte actuel aussi. Merci, Olivier. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, à la fois sur la question des mères qui protègent, notamment dans le cadre des violences sexuelles commises sur les enfants. Et donc, ça veut dire l'inceste qui est commis au sein des familles. J'y reviendrai, évidemment, si vous le souhaitez, parce que la question des violences sexuelles faites aux enfants, c'est quand même, là aussi, un continent, et on est en retard. Il faut quand même être très, très lucide là-dessus. Et je pense que la société a mis tellement ça à distance qu'elle n'a pas forcément eu envie suffisamment de traiter ce sujet qui est pourtant essentiel, y compris dans la prévention ensuite des risques de récidive et de violence, de réitération de la violence. Il y a la question ensuite de comment on juge. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui s'est passé à Poitiers, la vocation de ce qui s'est passé à Poitiers, c'est de le généraliser. C'est parti d'une expérimentation, c'est pas parti d'une loi, c'est pas parti d'une directive. C'est parti d'une intention
à la fois de Gwenaëlla Jolycos et d'Éric Corbeau. C'est-à-dire il y a eu cette alliance entre les deux qui a permis à un moment de décider qu'ils allaient faire différemment. Et ça a entraîné à la fois des décisions de justice totalement différentes. Et c'est ça qu'il faut mesurer. C'est-à-dire le fait de pouvoir, dans le même moment, dans le même temps, avec les mêmes magistrats, juger d'affaires qui, normalement, sont jugées de manière disjointe, étonnamment, ça a changé la nature des décisions prises. Et c'est ça qu'il faut absolument relever. Et ça l'a fait à la fois sur des délais de traitement qui ont été plus efficaces, parce que ça veut dire qu'on priorise. Ce qu'elle a fait, c'est que sur certaines de ces audiences, cette magistrate a décidé qu'il y avait des priorités qui seraient données au regard de la gravité d'un certain nombre de faits. Parce qu'elle est particulièrement formée, particulièrement alerte sur ces questions-là, et qu'elle s'est dit, voilà, sur certaines affaires, on ne peut pas prendre le risque d'attendre, et on doit juger de manière conjointe ce qui relève du pénal, les violences, et ce qui relève du civil, notamment sur la question, évidemment, de la garde des enfants. La loi, elle a quand même progressé sur la question des enfants. Ça a été très récent, c'est 2021. Mais avant, les enfants, ils n'étaient pas reconnus comme étant des co-victimes. Moi, je me souviens, j'étais députée pour la première fois en 2017. Je me souviens de débats à l'Assemblée nationale où j'entendais quand même dire que c'était des bons pères. Il y avait encore cette image-là de se dire un auteur de violence conjugale, c'est un bon père, il n'a pas touché aux enfants. Le problème, c'est qu'on entend encore ça dans les cabinets des juges des enfants. Je crains qu'on l'entende en effet encore, mais la loi a changé. Donc à un moment, c'est aussi pour ça, la loi, elle est performative. C'est-à-dire que non seulement sur les décisions de justice qui sont rendues, mais aujourd'hui, déjà plus personne à l'Assemblée oserait dire ça. Et plus personne ne le dit. Et puis le traitement aussi a été quand même différent. Les enfants aujourd'hui sont reconnus comme étant co-victimes. C'est pas parce qu'ils n'ont pas subi des coups directs que pour autant ils n'ont pas d'impact de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils ont parfois même intériorisé comme étant normal. Parce que ce qui se passe chez nous, c'est ce qui est normal. Ce qui se passe chez nous depuis notre plus tendre enfance, c'est ce qui nous apparaît comme étant normal. Si personne, à un moment, vient perturber ça en disant que la violence, elle n'est en aucun cas légitime, pourquoi on s'est autant battu, par exemple, sur la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité dès le plus jeune âge, au sein du milieu scolaire, avec une vague massive de désinformation, pour le coup, de la part de l'extrême droite sur ce sujet-là, mais parce qu'un enfant de 3 ans, de 5 ans, de 10 ans, il envoie des signaux sur les violences qu'il soit subi ou a pu subir, soit sur les violences qui se passent chez lui. Mais il faut encore qu'il y ait un adulte qui puisse à un moment lui dire ce qu'il n'a pas le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de lui faire, et qu'il y a des adultes qui justement sont là pour entendre ça. Donc oui, sur les enfants qui sont bien reconnus comme étant co-victimes, oui, sur le fait que l'innovation qui s'est produite à Poitiers doit pouvoir être généralisée, et ce sera évidemment le cas, et on y travaille avec le garde des Sceaux, et c'est l'engagement lui-même qu'il a pris. Et oui, sur la question des violences sexuelles et de la protection des femmes, parce que c'est souvent des femmes et des mères qui sont finalement des lanceuses d'alerte et qui doivent être protégées, tout simplement parce qu'elles protègent leurs enfants. On est déjà au bout de cette première partie. Alors peut-être que si vous avez une question très rapide, on peut la prendre, mais je sais moi le temps file. Moi, je voulais juste bien sûr, un point vraiment précis et technique, parce que j'arrête pas. J'ai énormément réfléchi à trouver des solutions à tous ces dossiers justement d'inceste et de mères protectrices. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans votre projet de loi, prévoir qu'il y a des mesures d'investigation obligatoires à faire quand les mères viennent dénoncer des violences sexuelles? Exemple, tout à fait d'accord. Beaucoup de mes Protection clientes immédiate. viennent, mais même sans... Au niveau de l'enquête, beaucoup de mes clientes vont porter plainte, expliquent que, par exemple, il y a des vidéos pédopornographiques dans l'ordinateur du père des enfants, etc. Et il n'y a pas de perquisition. Voilà, des choses comme ça, qui est des mesures obligatoires. Les policiers ne le font pas, les procureurs ne leur donnent pas, et bien que la loi le prévoit, qu'il y ait cette obligation. Pourquoi, dans les enquêtes, quand une mère va dénoncer les violences sur ses enfants, violences sexuelles ou violences physiques, pourquoi est-ce qu'on va ordonner une expertise psychologique de la mère pour voir si elle ment ? Et pourquoi ces moyens-là, ne pas les mettre vers les actes habituels qu'on fait en cas de plainte? Donc aller faire une perquisition, aller faire une surveillance du père, aller, je sais pas, le mettre sur écoute, enfin faire tous ces actes en fait habituels qu'on voit, et pas partir du principe qu'il faut aller vérifier si la mère ne ment pas. C'est clairement pas un sujet qui mérite d'être expédié, mais je vais vous demander une réponse brève. Oui, alors réponse brève. J'espère qu'on pourra en parler hors émission à l'occasion. Oui, alors avec évidemment grand plaisir pour poursuivre ces discussions hors plateau, mais en fait l'inceste, c'est le seul cas où on oblige les victimes à continuer à voir leur bourreau. C'est le seul cas. Tout à fait. Vous subissez un viol, Dieu merci, ça ne viendra à l'idée de personne de vous dire que vous allez devoir continuer à rencontrer votre agresseur, que ce soit dans un lieu médiatisé ou pas. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est une torture. Vous êtes une mère, votre enfant vous a signalé avoir subi le pire des crimes. L'inceste, c'est le pire des crimes. Eh bien, non seulement, souvent la mère est mise en accusation,
considérant que par principe les femmes On lui mentiraient. enlève l'enfant. Et L'enfant est placé. en plus, on l'oblige à présenter, à continuer à présenter son enfant. Ben en fait, quand vous êtes une mère, quand vous êtes un parent, votre premier devoir, c'est un devoir de protection. Et protection y compris contre ceux que vous avez pu aimer et contre ceux qui sont les autres parents. Donc ça, il faut évidemment qu'on revoie la loi sur le sujet, sur la question du devoir de visite, sur la question du droit de visite, sur le droit d'hébergement, sur la capacité à maintenir le contact. Enfin, on parle en permanence de principe de précaution. Ben, le principe de précaution, il doit s'appliquer aux plus vulnérables. Et les plus vulnérables dans une société, c'est les enfants. Mais je pense aussi qu'il faut donner les moyens Et les moyens d'investigation. parce que sinon on se heurtera toujours et encore à la présomption d'innocence. Il faut aller les chercher. Qui est souvent plutôt une présomption de culpabilité qui pèse sur la mère. En plus, et en fait ces affaires-là, c'est jamais une parole l'une contre l'autre. Il y a des éléments matériels, c'est juste qu'on ne va pas les chercher. Merci beaucoup, Maître Pauline Rongier. Merci, Élodie Bonafous, d'avoir été sur notre plateau. Avant d'accueillir nos prochaines invités, je vous propose de découvrir le témoignage de Mina face à la pression de son ex-compagnon violent, mais laissé libre. Une seule solution, un déménagement forcé. Un reportage d'Hélène Chaplet. Après 4 ans d'une relation chaotique avec son ex-compagnon, cette maman de 34 ans espère retrouver un peu de quiétude dans ce nouveau logement. Un déménagement forcé pour ne plus avoir affaire à cet homme violent qui revenait régulièrement la harceler malgré leur rupture. Dernier événement en date, le 29 mars. Pour échapper à sa fureur, Mina s'enferme dans une chambre avec ses 2 enfants et une amie enceinte. Malgré l'intervention de la police, l'homme est laissé libre. Il est pourtant très défavorablement connu de la justice et aurait déjà fait plusieurs séjours en prison. Pendant que nous, on a été hospitalisés, en fait, la police l'a relâché en bas du bâtiment. Il n'a pas été interpellé, il a pris en garde à vue. Et ça, je ne comprends pas, c'est pas normal. Je trouve ça choquant. En fait, à chaque fois, la police intervient, il stoppe les choses, mais monsieur repart. Le lendemain de ce nouvel accès de violence, Mina porte plainte auprès du commissariat de Tours et depuis, plus rien. 2 mois après les faits, l'auteur présumé n'a toujours pas été convoqué ni entendu sur les violences passées. Lui réside en zone gendarmerie, elle a déposé plainte en zone police et c'est peut-être ce qui expliquerait un tel délai. À la place à la justice, maintenant au droit à la construction des réponses pérennes avec nos 2 nouvelles invitées, Catherine Sorita-Minard. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes la procureure de la République de Tours et Colombine Madeleine à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en droit public à l'Université de Tours et spécialiste de la Convention européenne des droits de l'homme. Vous allez pouvoir à votre tour interroger directement Madame la Ministre. Nous vous écoutons. Oui, Madame la Ministre, bonjour Madame. À l'occasion du 25 novembre et la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai eu le plaisir de pouvoir signer une convention avec l'hôpital de Tours sur l'accueil et le recueil de plaintes au sein de services hospitaliers. Donc la Maison des femmes qui prend en charge les femmes victimes de violences conjugales et violences sexuelles. Et puis au sein de l'unité d'accueil pédiatrique enfants en danger, donc sur les conditions d'accueil et sur le recueil de plaintes, donc c'est le aller vers. Est-ce que vous avez des projets, donc, et dans la loi cadre que vous avez préparée, est-ce que vous avez des projets et vous avez prévu des dispositions sur l'accompagnement des victimes dans le cadre de la procédure pénale, donc au début de la procédure et tout au long de la procédure. Donc j'ai entendu que vous aviez évoqué les questions de classement sans suite. Il est proposé peut-être un changement de dénomination enregistrement sans suite, voilà, notamment dans certains rapports. Donc quelles sont vos propositions pour améliorer l'accompagnement des victimes dans le cadre de la procédure pénale? Alors déjà, je continue aussi dans la lignée du reportage, aussi peut-être sur les délais d'action suite à la plainte, puisqu'on voyait dans le cas de Mina qu'au bout de 2 mois après la plainte, on l'a écouté juste avant, rien ne s'était passé. Alors déjà, sur les conventions qui sont signées à l'hôpital, l'engagement, il est tenu. Ça en est une des démonstrations. C'est de garantir qu'au plus tard, fin 2026, on fait tout pour accélérer dans tous les services où vous avez, services d'urgence, pédiatrique ou gynécologique, vous puissiez porter plainte directement à l'hôpital, ce qui évite une épreuve supplémentaire pour les victimes, ce qui permet aussi parfois un anonymat plus simple. C'est plus simple parfois de se déplacer à l'hôpital que de franchir la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Et le deuxième élément qui est pour les victimes de violences sexuelles, c'est de garantir le recueil des preuves
même quand les victimes ne sont pas encore prêtes à porter plainte. Et beaucoup de victimes, quand elles viennent de subir des violences sexuelles, quand on parle de viol notamment, ne sont pas immédiatement prêtes à tout de suite engager une procédure et porter plainte. Pour autant, les preuves peuvent être immédiatement recueillies et ça leur laisse un délai qui est un délai de 5 ans, parce qu'il y a un sujet sur la manière avec laquelle les preuves peuvent être conservées, un délai de 5 ans qui ensuite va leur permettre de porter plainte. Donc c'est sur les deux aspects, dépôt de plainte et recueil de preuves sans plainte, qu'on veut le généraliser dans tous les départements, Hexagone et Outre-mer. Et c'est en très bonne voie. On est à 524 aujourd'hui établissements qui le prennent en compte. Sur la partie du traitement judiciaire, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment on accompagne dès le dépôt de plainte. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment revenu très souvent dans les travaux qu'on a conduits sur la question de l'accès à l'aide juridictionnelle. On a aujourd'hui des victimes, et quels que soient leurs milieux sociaux, c'est ce qu'on disait sur la question du contrôle coercitif, pas parce que vous êtes d'un milieu social dit privilégié que pour autant vous avez un accès à vos comptes bancaires et la possibilité d'avoir ensuite les moyens de vous payer un avocat. Il faut que cette aide juridictionnelle, elle puisse être inconditionnelle, parce qu'on doit garantir cet accès au droit et à la justice. Et en effet, la réflexion qu'on engage sur la question du classement sans suite, mais vous le savez mieux que moi, vous savez l'incompréhension que ça peut provoquer. Et le risque, c'est que ça éloigne aussi, je pense, beaucoup de Français et de justiciables de ce qu'est la justice, la manière avec laquelle elle est rendue. Et donc je pense que là-dessus, avoir une motivation de ce qu'est le classement et pourquoi il y a eu ce classement sans suite, je pense que ce sera un outil très utile de compréhension de la décision de justice. Et comme le disait l'avocate tout à l'heure, garantir aussi que les voies de recours qui existent soient connues des justiciables. Donc sur notre ressort, mais je sais que ça se fait aussi sur d'autres ressorts, nous saisissons dans un certain nombre de cas l'association d'aide aux victimes pour qu'elle explique, pour qu'elle notifie et qu'elle explique le classement sans suite. Donc la procédure est transmise à l'association d'aide aux victimes habilitée par le tribunal, et donc la victime se voit expliquer, présenter aussi le contenu de la procédure et expliquer pourquoi une mesure de classement sans suite est intervenue. Mais c'est vrai que le classement sans suite n'est pas motivé. On choisit un motif de classement sans suite, infraction insuffisamment caractérisée, auteur inconnu, prescription, etc. Mais ce n'est pas motivé sur le cas d'espèce. Voilà, mais effectivement, ça apporterait évidemment pour les victimes. Oui, ça clarifierait aussi, c'est pas parce que c'est classé sans suite, on entend tout de suite une forme d'implicite qui dirait vous n'êtes pas vraiment victime. Exactement. Et ça, c'est une nouvelle violence finalement à laquelle on fait face. Il faut que la société d'ailleurs le sache, c'est pas parce qu'il y a un classement sans suite que la victime n'est pas une victime ou que l'auteur présumé n'est pas auteur. C'est pas ça qui est dit d'ailleurs. La motivation est importante. Mais d'où la question de la... Quand il y a prescription, on sait la raison. On peut le regretter. D'ailleurs, on travaille beaucoup sur la question des délais de prescription. On avance. La loi, pour le coup, est en cours de travail et d'examen. Ça a déjà été adopté en première lecture, ce qu'on appelle la prescription glissante. La prescription glissante, c'est notamment beaucoup le cas sur la question des violences sexuelles. Malheureusement, il se trouve que les auteurs qui commettent des violences sexuelles, généralement, n'en commettent pas qu'une. Et donc, la prescription glissante ferait que s'il y a une nouvelle victime qui est connue, ça permet de rouvrir les délais de prescription pour les victimes antérieures. Et donc, on l'a fait pour les mineurs. Là, l'idée de la loi, c'est qu'on le fasse aussi pour les majeurs. Et là, ça permettrait que beaucoup de décisions, en tout cas que beaucoup de procédures judiciaires puissent être réellement ouvertes et intervenir, parce qu'on voit bien qu'on a des logiques parfois un peu sérielles de violences sexuelles qui ont été perpétrées. Et ça devrait être adopté dans les prochaines semaines. Colomine Madeleine ? Oui, cette notion de prescription glissante, effectivement, elle est actuellement déjà examinée par le Sénat et l'Assemblée nationale, tout comme le contrôle coercitif dont on a déjà parlé tout à l'heure. Mais ce que vous évoquiez tout à l'heure, la victime qui est doublement victime à travers la procédure pénale, elle a été stigmatisée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a condamné la France à 2 reprises en 2025 en raison de la victimisation secondaire du fait de la procédure pénale qui vient stigmatiser les victimes, qui vient parfois tenir des propos culpabilisants, moralisateurs. Ça, c'est la procédure qui fait une deuxième fois que la personne est victime. Dans 2 affaires assez dramatiques, notamment une affaire qui a été très médiatisée, l'affaire Julie, sur cette mineure de 13 ans qui avait été violée par... des sapeurs-pompiers. Là, donc, vous nous avez parlé de mesures qui étaient déjà effectivement en cours d'examen. Et par rapport à ce projet que vous avez de dépôt, comment vous allez prendre à bras-le-corps cette problématique générale
d'un système judiciaire qui n'est pas encore tout à fait adapté en fait au traitement de ces victimes. Sur la victimation secondaire, on a eu aussi des juridictions de justice. Ça a été le cas par exemple notamment dans une affaire très emblématique, qui est l'affaire Depardieu. Donc ça, je trouve que la justice, elle a donné un signal très clair. En clair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant le procès de Depardieu, qui a été très médiatisé, il se trouve que l'avocat de Gérard Depardieu a été condamné. Il n'y a pas que Gérard Depardieu qui a été condamné. Il y a son avocat qui a été condamné sur la manière avec laquelle il s'était permis de traiter et de caractériser les victimes pendant le procès. Et ça, c'est quand même aussi un signal très clair qui a été envoyé à l'ensemble d'ailleurs des avocats et que l'ordre, je crois, a regardé de manière très, très attentive et très sérieuse sur la manière avec laquelle les procès doivent se dérouler. Le respect de la présomption d'innocence, c'est au cœur de notre état de droit. Le respect des principes de la défense, c'est au cœur de notre état de droit. Ça ne veut pas dire que pour autant, on a le droit de piétiner les victimes présumées, qui plus est dans le cadre de violences sexuelles et parfois même sur des mineurs. Donc ça, peut-être qu'il y a des choses supplémentaires qu'on peut faire, des démarches sur lesquelles on peut avancer, d'ailleurs sans forcément passer par la loi, parce qu'encore une fois, la loi, là, elle est passée, il y a eu des décisions de justice rendues, mais en travaillant avec l'ordre, notamment des avocats, parce qu'ils ont particulièrement regardé cette décision de justice pour voir comment améliorer un certain nombre de choses. On le fait en travaillant aussi avec les bâtonniers dans chaque juridiction. Et donc je pense que là-dessus, même sans loi, parfois ça va plus vite, même sans loi, on peut réussir à avancer et à progresser. Donc, vous avez évoqué dans la première partie de ces échanges le juge spécialisé en matière de violence intrafamiliale, peut-être sur le modèle de ce qui se passe en Espagne, où il y a une grosse réforme et réorganisation de l'institution judiciaire. Donc voilà, c'est un projet, c'est des propositions. J'ai vu également dans le rapport qui a été remis à monsieur le garde des Sceaux, c'est également proposé. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par une formation obligatoire de tous les magistrats en matière de violence intrafamiliale et violence conjugale, parce que c'est vrai que c'est tout de même un phénomène très particulier, avec des victimes aussi très particulières, victimes gravement traumatisées. Je sais qu'il y a des formations vraiment très, très poussées et quasiment systématiques des forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées aux magistrats, mais il n'y a pas le caractère obligatoire, notamment peut-être sous la forme de e-learning, par exemple, pour s'assurer d'une sensibilisation générale de tous les magistrats, parce que, notamment par exemple au parquet, tous les magistrats d'un parquet sont amenés à tenir des permanences de jour, de nuit, de week-end. Et même si on a quelques magistrats du parquet qui sont spécialisés, spécialement sensibilisés, formés, etc., ce ne sont pas toujours ces magistrats-là qui tiennent la permanence pénale. Donc est-ce qu'il y a des réflexions, des échanges avec l'ENM, avec le garde des Sceaux sur ce sujet? Oui, et on peut élargir d'ailleurs, parce que je crois que si on parle à la cellule à Tours, je crois qu'il y a 5 ou 6 policiers, par exemple, qui s'occupent de ces plaintes, et une seule personne formée vraiment à l'accueil des victimes de violences envers les femmes. Donc là aussi se pose cette question de la formation en règle générale de toutes les personnes qui sont au contact de ces personnes. Bien sûr. Alors, il y a deux choses. Il y a la question des forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes, il y a la question des magistrats. Sur les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, c'est obligatoire en formation initiale et ça se fait aussi maintenant en formation continue. Aujourd'hui, quand vous allez pour porter plainte, j'ai fait l'exercice dans un commissariat encore cette semaine, vous avez un procès verbal type, c'est-à-dire des questions types qui sont posées à la personne qui vient porter plainte pour garantir justement que tout le champ est appréhendé, qu'on arrive à bien caractériser dès le départ et qu'on ne passe pas à côté d'un certain nombre d'éléments de questionnement. Et il y a même ce qu'on appelle une grille d'évaluation du danger, c'est-à-dire un questionnaire qu'on adresse à la victime présumée de manière à voir, à percevoir si, en plus de ce qu'elle a vécu, elle n'aurait pas des risques suicidaires. Et on a maintenant, dans nos commissariats et dans nos gendarmeries, en plus des forces de l'ordre, des intervenants sociaux qui sont présents de manière aussi à avoir cet accompagnement social immédiat des victimes. Peut-être signaler aussi le code orange. Oui, tout à fait. C'est-à-dire elles sont prioritaires. Exactement, quand on arrive dans un commissariat. Exactement, vous avez orange ou bleu. En fait, vous avez 2 couleurs. Il suffit de manière discrète. Évidemment, l'objectif, c'est ça, c'est de garder la confidentialité, c'est un mot de passe, on va dire. Ça permet de poser la main, de montrer
pour être prioritaire. Et donc, vous passez, je vais dire, devant tout le monde parce qu'on considère que la question des violences sexuelles, la question des violences intrafamiliales, ça doit être caractérisé de manière prioritaire, évidemment. Sur la question des magistrats, en formation initiale, c'est obligatoire. Ça n'est pas le cas en formation continue. Alors, c'est proposé en permanence, évidemment, aux magistrats, mais ça n'est pas obligatoire en formation continue. Or, on voit bien qu'avec tous les nouveaux concepts, même juridiques, et puis l'évolution législative, c'est vrai qu'on a beaucoup légiféré sur ces questions-là, la question de la définition du non-consentement dans la définition pénale du viol, ce qu'on se dit sur la question du contrôle coercitif. Ça suppose qu'il y ait une formation continue qui soit sans doute... Alors, est-ce qu'il faut qu'elle soit rendue obligatoire, en tout cas qu'elle soit beaucoup plus poussée? Je pense que c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez incontournable, en fait, pour les magistrats eux-mêmes. Donc, on y travaille avec la présidente de l'École nationale de la magistrature, notamment, sur le cadre des formations, pour garantir que ce soit en haut de la pile en matière de formation continue et pas uniquement de formation initiale. Sinon, c'est-à-dire que les nouveaux magistrats sont formés, mais que ceux qui aujourd'hui sont déjà en responsabilité, pour des raisons qui ne sont pas des raisons de mauvaise volonté, mais parce qu'il y a beaucoup d'autres matières aussi, évidemment, judiciaires, seront peut-être moins alertes ou moins en capacité d'avancer sur ce champ-là. Il nous reste un bloc, on va dire, de 6 minutes. Quels sont pour vous oui, je sais, le temps passe incroyablement vite. Quels sont pour vous, mesdames, peut-être Colombine Madeleine, les besoins prioritaires? Alors, moi, je voulais rebondir sur la notion de consentement, mais effectivement, la notion de consentement, il y a une étape importante, qui est l'intégration dans la définition du viol, qui était attendue. On avait eu plusieurs condamnations aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. On avait eu des appels du pied du Grevio, qui est cet organe du Conseil de l'Europe qui chargé d'appliquer une convention très importante, qui est la Convention d'Istanbul contre les violences faites aux femmes. Cette notion de consentement, elle a encore été donné lieu à des condamnations de la France récemment, parce que soit quand les mineurs sont aussi, donc non seulement mineurs, mais en plus sous l'emprise de stupéfiants, soit lorsque, dans une autre affaire, on est dans une relation de travail face à son supérieur hiérarchique, et où on sent bien ici que dans la définition, l'application de la notion de consentement, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors déjà, là, la loi, elle vient d'être votée. Oui. C'est la loi du 6 novembre 2025, donc c'est extraordinairement récent. Preuve aussi qu'il peut y avoir des consensus politiques et parlementaires sur le sujet, puisque à l'exclusion de l'extrême droite, tous les autres partis politiques, mais c'est intéressant de noter que l'extrême droite s'y est opposée quand même, tous les autres partis politiques ont voté pour cette disposition et pour cette modification. Donc, et là aussi, ça comme le contrôle coercitif, pour moi, ça a ces deux vertus. Ça a une vertu éducative et pédagogique sur ce qu'est le consentement et ce qu'il n'est pas. Le silence n'est pas un consentement. L'incapacité à dire non n'est pas un consentement. Et je pense que c'est important aussi de le réaffirmer. Je pense que les femmes l'ont toujours su, et sans doute les hommes aussi. Mais c'est mieux de poser des règles extrêmement claires là-dessus en termes à la fois de vertu pédagogique et éducative, mais aussi sur la manière avec laquelle les décisions de justice pourront être rendues. Puisque là encore, on avait des magistrats qui nous disaient qu'en l'état actuel du droit, même si on avait une législation très protectrice sur la définition et la caractérisation du viol, on avait certaines situations qui pouvaient leur échapper. Là, ça veut dire qu'on a complété pour espérer, en tout cas garantir que ça puisse avancer, puisque vous avez parlé de la question des mineurs, et je sais qu'on en avait un peu parlé tout à l'heure, la question de la prostitution. Je pense que ça, c'est un champ absolument majeur. On fêtera l'année prochaine d'ailleurs les 10 ans de la loi en France sur la question de la prostitution. Nous, on a une législation qui est très particulière. Donc moi, je suis fière d'assumer que les personnes qui sont en situation de prostitution sont des victimes et doivent être accompagnées et reconnues en tant que victimes, et que donc ceux qui en abusent se mettent en infraction, évidemment, sans compter les proxénètes. Mais on a un nouveau champ. On a un nouveau champ qui est numérique aujourd'hui, sur la question des cyberviolences, sur la question de nouvelles plateformes qui se sont créées, je pense, plateformes comme Mime ou OnlyFans, pour ne citer qu'elles, où on a des très jeunes, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui sont aujourd'hui sur ces plateformes et qui malheureusement entrent dans des réseaux qui deviennent de facto des réseaux de prostitution ou de proxénétisme. Ça, c'est un point d'entrée en fait. Et oui, c'est un point d'entrée et qui parfois est sous-estimé par les jeunes filles ou les jeunes hommes, d'ailleurs adolescents, qui sont sur ces plateformes-là en se disant « je ne risque rien, je suis derrière un écran ». Déjà, elles s'exposent. Elles exposent leur corps, elles exposent leur vie, elles s'exposent à des représailles, elles s'exposent à du chantage, elles s'exposent à du revenge porn, elles s'exposent à des réseaux ensuite de trafic d'êtres humains potentiels. Et là, on y travaille beaucoup avec Laurence Rossignol, qui a été ministre en charge des droits des femmes et qui a porté la loi sur la lutte contre le système prostitutionnel il y a 10 ans, pour avancer aussi sur la question notamment des cyberviolences et des nouvelles formes, malheureusement, de prostitution qui existent. Peut-être pour terminer, une question sur les moyens
Puisque, évidemment, là, on est dans on va dire, un moment de contrainte budgétaire extrêmement forte. Comment est-ce qu'on applique des décisions que vous prendriez, vous, aujourd'hui, des propositions de loi qui seraient faites, dans ce contexte de réduction des moyens qui impactent notamment les associations qui sont sur le terrain, qui impactent aussi le déploiement, justement, des points d'entrée pour les plaignantes? Alors, il n'y a pas de restriction, moi, ni sur le budget du ministère, puisqu'il est en augmentation constante depuis 2017, il a plus que triplé, et il va continuer à progresser en 2026, si les parlementaires le votent. Mais en général, c'est plutôt des budgets sur lesquels, là aussi, il y a du consensus, même à la hausse, mais en tout cas pas à la baisse. En tout cas, nous, dans le projet de loi initial qu'on a présenté au sein du gouvernement, c'est un budget qui est en augmentation. Pareil sur les autres budgets qui sont liés à la question des violences faites aux femmes, parce que ce n'est pas que le budget de mon ministère. Quand on parle des maisons de santé des femmes, quand on parle des centres de psychotrauma pour accompagner la réparation des femmes, c'est le ministère de la Santé. Quand on parle de la question de l'hébergement d'urgence, c'est le ministère du Logement. Et les associations aussi, qui sont beaucoup là, financées par les collectivités locales. Alors, je sais que sur les collectivités locales, on se retrouve dans des situations qui sont critiques, malheureusement parfois différentes en fonction des collectivités, en fonction ici des régions, des départements ou des collectivités locales qui souhaitent s'engager. L'État maintient son niveau d'engagement et même l'augmente. Il faut que les collectivités maintiennent le même niveau d'engagement que celles qu'elles ont pris par le passé, parce qu'on est sur des associations qui ont des salariés pour un certain nombre d'entre elles. On ne peut pas accompagner les femmes avec uniquement des bénévoles au sein d'un CIDFF, de Solidarité Femmes, du planning familial. On prend de France Victime pour prendre des exemples que les uns et les autres connaissent. Donc, il faut leur donner de la visibilité. Nous, on essaye de le faire avec des financements pluriannuels maintenant et de ne faire que des financements annuels uniquement sur des projets nouveaux, mais des financements pluriannuels sur l'accompagnement. Et d'ailleurs, le budget augmente sur l'accompagnement aux victimes dans le budget du ministère de la Justice. Et ça, c'est aussi très important de le dire, parce que voilà, ces budgets, ils sont partagés, même s'il y a de la contrainte, il faut être lucide, mais ils ne seront pas en baisse l'an prochain. J'ai envie de poser la question, est-ce qu'on a fait le tour? On n'aura jamais fait le tour. Est-ce que vous avez une dernière question rapidement à poser à Madame la Ministre? Non, peut-être une observation pour rebondir sur ce que vient de dire Madame la Ministre. C'est vrai que s'agissant de la prise en charge des victimes, protection des victimes, etc., on a quand même tout de même des moyens, notamment en termes de téléphones grave danger. On en avait 45 sur le ressort. On en a maintenant 65. J'en ai demandé récemment, donc on a été doté de téléphones grave danger supplémentaires. Il y a aussi les bracelets anti-rapprochement, voilà, qui sont aussi un outil intéressant, mais qui présentent des difficultés techniques, donc sur lesquelles il convient de travailler pour pouvoir développer davantage cet outil. Donc il faudra améliorer le fonctionnement des bracelets anti-rapprochement, mais voilà, on a tout de même des moyens pour, en tout cas en ce qui me concerne, protéger les victimes pendant le temps de l'enquête. Merci beaucoup Catherine Sorita-Minard, procureure de la République, je le précisais. Merci aussi Colombine Madeleine. Je vous garde avec nous pour cette séquence finale qu'on ouvre maintenant dans notre émission Politique et Perspective. Un petit peu, Olivier, on vous écoute. Aurore Bergé, vous avez dit que vous souhaitiez que cette loi cadre puisse être inscrite dès que ce sera possible à l'ordre du jour parlementaire. Donc on voit aujourd'hui 3 blocs qui s'affrontent à l'Assemblée nationale avec le chaos actuel. Vous disiez que sur ces questions-là, vous espérez un consensus assez large pour que ça puisse être étudié. Comment est-ce qu'on fait à l'avenir? On se sert de l'expérience aujourd'hui pour que ça n'arrive plus? On change les règles parlementaires? On interdit de la proportionnelle aux élections? On change la Constitution? Comment est-ce qu'on fait pour sortir? Vous avez, vous, une préférence Déjà, il y a des méthodes nouvelles. Là, on a travaillé depuis 6 mois dans un groupe de travail transpartisan avec tous les groupes représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc c'est pour ça que les mesures qu'on est en train là maintenant d'expertiser au sein du gouvernement, ce n'est pas mes mesures, c'est des mesures qui sont consensuelles avec plus de vingtaine de groupes politiques entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels c'est possible d'y arriver. Après, sur la question de modification de mode de scrutin, de facto, on vit à l'Assemblée nationale avec la proportionnelle sans avoir eu changement de mode de scrutin. On a 11 groupes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Après, ça dépendra des Français de savoir si ils veulent ou pas aux prochaines échéances en 2027, avoir un bloc qui aura encore, ou à nouveau plutôt, une majorité absolue, ou si on reste sur une logique qui est fragmentée et qui change complètement les méthodes de travail, parfois qui améliore le fonctionnement du Parlement, si on est lucide, parce qu'on est obligé à un moment de trouver des compromis et d'avancer, et parfois qui le désoriente, parce qu'on se retrouve dans des situations comme celle qu'on a eue sur le premier vote du projet de loi de finances, où tout le monde a tout voté,
pendant le débat, et puis à la fin, du coup, personne n'a voté le texte. Donc je ne suis pas sûre que derrière, on y gagne, en tout cas en termes de lisibilité et de stabilité. Une dernière question, vous en parliez de l'élection présidentielle, ce sera un enjeu, effectivement, cette recomposition, etc. Comment est-ce qu'on travaille dans le bloc central gouvernemental ? Est-ce que vous avez un champion, vous déjà, que vous souhaitez soutenir ? Comment est-ce que vous souhaitez vous impliquer dans cette campagne à venir ? Et s'il y a une primaire dans le bloc central, jusqu'où elle va ? Quels sont les contours de cette primaire éventuellement ? Je pense qu'il faut être très lucide sur l'enjeu de la campagne présidentielle en 2027. On est aujourd'hui face à un Rassemblement national qui est entre 35 et 37% d'intention de vote. Et avec d'autres partis d'extrême droite d'ailleurs qui seraient candidats sur le premier tour. Donc on n'est quand même pas loin d'un risque réel. C'est plus une fiction sur la capacité de l'extrême droite à gagner la prochaine élection présidentielle. Si face à ça, on y va diviser, si face à ça, on aligne chacun une candidature, en fait, c'est assez simple. C'est qu'aucune de ces candidatures ne passera la barre et ne sera présente au second tour et qu'on facilitera l'élection du Rassemblement national. Et ça, c'est un combat qu'on devrait tous mener et mener fermement. Et donc, ça suppose qu'on s'organise, ça suppose qu'il y ait une primaire, à minima, ce qu'on appelle le bloc central, c'est-à-dire Renaissance, le Modem, Horizon, l'UDI, parce qu'on a des convergences qui sont absolument naturelles et évidentes, peut-être jusqu'au LR, c'est-à-dire à la droite républicaine, pour garantir que ce qu'on a essayé de mettre en place depuis un an, même si parfois ça crée à la fois des difficultés, qu'il y a des différences, mais on a quand même réussi à avancer depuis un an, puisse créer une dynamique. En tout cas, l'idée d'une candidature unique à minima du bloc central, pour moi, elle est vitale en fait. Elle est vitale pas juste pour nous et pour nos idées, elle est vitale si on veut éviter l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en 2027. On a le temps d'une dernière question, rapide. Peut-être plus précisément, votre rôle dans la campagne à venir, vous l'imaginez comment Déjà, moi, je me mobilise aujourd'hui et maintenant. Et vous avez vu qu'on a parlé de chantiers qui sont, je crois, importants. En tout cas, pas anecdotiques sur la question des violences faites aux femmes. Et puis, il y en a bien d'autres. Les combats contre l'antisémitisme, par exemple, ou les discriminations. Et puis, garantir qu'on ait déjà une primaire. Ensuite, il y a des ambitions. Il m'arrive moi aussi d'avoir des ambitions personnelles. Mais je pense que ce n'est pas tout à fait le moment de les exprimer. On a d'abord un budget à faire adopter. Je l'espère avant, évidemment, la fin de l'année. Ensuite, on a d'autres textes et on a 18 mois. Et je pense qu'il faut assumer l'idée aussi qu'on a 18 mois où on peut encore faire des choses. Parce que si les Français ont l'impression que ces 18 mois, ils servent juste à ce qu'on reste en place pour qu'il ne se passe plus rien, je pense qu'à la fin, ça ne nous bénéficiera pas à aucun d'entre nous. Donc il vaut mieux continuer à être au boulot et à essayer de le faire sérieusement. Merci beaucoup, merci à Madame vous. la Ministre. Merci Olivier Pierrot. Et puis également merci à nos invités pour la qualité de vos interventions. Cette émission est évidemment à retrouver dès maintenant en replay sur les sites de valdeloire.tv et lanouvellerepublique.fr. Merci à toutes les équipes en régie, Kevin Arougeau, Jérémy Hérault, Jocelyn Vagrez, Eva Charpentier et Clara Farkasiou-Popovici. Je rappelle la ligne d'écoute nationale dédiée aux victimes de violences. C'est le 3919 et la plateforme d'alerte sur Internet Arrêtons les violences.gouv.fr. Je vous souhaite une excellente fin de journée sur votre chaîne locale.